Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel. Je reçois aujourd'hui Dr Patrick Richard, mon collègue urologue, clinicien-chercheur du CHUS. Dr Richard a fait sa formation à Sherbrooke, puis McGill, et finalement son fellowship à Toronto. Donc, merci Patrick de te joindre à moi pour cette activité. Merci de l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici là, pour essayer de tout vous apprendre sur l'urologie dans les 30 prochaines minutes. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Excellent. Donc, pour ce petit balado, on va faire un petit pot-pourri des sujets plutôt fréquents qui touchent la pratique du chirurgien général. Ça peut être particulièrement pratique en région, puis on va aborder tout ça sur le thème adulte. Donc, les divers sujets qui vont être abordés, il y aura la rétention urinaire post-opératoire, les traumatismes de la vessie et de l'urtère, l'hydrocèle, le spermatocèle, puis la sonde difficile. Donc, si on commence avec la rétention urinaire, est-ce qu'il y a une définition? Ben, comme je l'ai dit, l'urologie, là, c'est pas trop compliqué. Là, fait que la rétention urinaire, en bout de ligne, on le classifie en deux grandes catégories. Là. Est-ce que la rétention est complète, c'est-à-dire le patient n'est pas capable d'uriner, pas capable de vider sa vessie, ou est-ce que la rétention est plutôt partielle, c'est-à-dire qu'il y a un vidange incomplet de la vessie? Il n'y a pas une définition universelle pour ce qui est une vidange partielle. Là, on dit qu'à peu près 95% de la population va avoir un résidu post-mictionnel là, inférieur à 100 ml, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'un résidu plus élevé que 100 ml, qu'il faut nécessairement traiter le patient ou le prendre en charge. Je pense que la prise en charge là, de ces genres de patients-là va surtout dépendre là, des symptômes et de l'impact de cette rétention partielle sur la qualité de vie du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale secondaire? Est-ce que le patient est inconfortable? Est-ce qu'il y a douleur? Est-ce qu'il y a de l'incontinence secondaire à cette rétention partielle? Si le patient a eu l'imagerie, est-ce qu'il y a une hydronéphrose secondaire à ça, témoignant qu'il y a un mauvais vidange? Fait que ce qui est important de comprendre, c'est même s'il y a une rétention partielle, fait que vous voyez des patients que pour une raison quelconque, il y a eu une échographie abdominale, on voit qu'il ne vide pas bien sa vessie, même s'il y a un résidu un peu plus élevé que le 100 ml, la sonde n'est pas nécessairement obligatoire pour ce genre de patient-là ou une dérivation quelconque. Là. Ça dépend vraiment là, de l'impact chez le patient de cette rétention-là, tant au niveau de ses symptômes que sa qualité de vie. Puis je dirais, honnêtement, dans le doute, soit vous consultez un urologue pour savoir, ou encore, si vous n'avez pas d'urologue à proximité, pas capable d'en rejoindre, je pense qu'il n'y a pas de danger de mettre une sonde en attendant, là, puis que l'urologue se posera la question par la suite. Parfait. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque pour avoir une rétention urinaire? Ouais, en fait, il y a plein de facteurs de risque, mettons urologiques, autres, mais mettons ce qui est peut-être le plus important ou plus intéressant de votre côté, je pense, c'est la rétention post-opératoire. Fait qu'en rétention post-opératoire, je pense qu'un des facteurs de risque que vous connaissez, c'est vraiment les hommes sont plus à risque de faire une rétention que chez la femme, notamment à cause de la prostate. On parle de l'incidence post-opératoire là, qui varie en fonction de différentes caractéristiques, mais aussi notamment en fonction des différentes chirurgies. Mais on parle d'un risque là, qui varie d'à peu près 5 à 10 en post-opératoire. Pour les chirurgies de votre côté, qui est peut-être plus à risque, là, ben on parle des chirurgies anorectales qui ont un risque là, qui varie de 1 à 50 des chirurgies herniaires, probablement plus de 6 à 30 Puis pourquoi cette grosse écart entre les différentes entre les risques, ben c'est surtout à cause des différentes définitions qui sont utilisées dans les études. Il n'y a pas de définition nécessairement universelle, comme je vous l'ai dit tantôt. Pour ce qui est des autres risques post-opératoires, ben c'est sûr que le type d'anesthésie, la durée d'anesthésie, le type chirurgical, comme mentionné, vont avoir un impact. On sait que les anesthésies générales
sont plus à risque. Ça entraîne une certaine atonie de la vessie qui peut favoriser malheureusement la rétention urinaire post-opératoire. La gestion du liquide per-opératoire est aussi importante. Il y a des études qui ont démontré là, que plus qu'on donnait de liquide, plus que le risque de rétention urinaire était augmenté. On parle d'une administration de 750 ml et plus corrèle avec une augmentation du risque d'environ 2 à 2,3 % du risque de rétention. Puis ce risque-là est de plus amplifié pour les patients chez qui ils ont une chirurgie prolongée et chez qui il n'y avait pas une sonde en place pendant cette intervention-là, en raison, on pense, de la surdistension de la vessie secondaire ou liquide là, pendant l'intervention. D'autres choses qu'il faut mentionner, bon, les gens qui ont une épidurale pour le contrôle de la douleur sont un peu plus à risque de développer une rétention urinaire post-opératoire. En termes de morbidité, des choses, juste des caractéristiques du patient qui les rend plus à risque. C'est l'âge avancé. On sait que les hommes en haut de 50 ans sont plus à risque de développer, les hommes ou les femmes, les patients en général, je dirais, là, sont plus à risque en haut de 50 ans de développer une rétention urinaire. Les hommes souffrant déjà de prostatisme ou d'une hypertrophie bénigne de la prostate, les hommes qui ont déjà des symptômes urinaires en préopératoire, les gens diabétiques sont tous plus à risque de développer des rétentions urinaires. La dernière chose, je pense qu'il faut considérer dans les risques de rétention, c'est la médication en post-opératoire. Les gens qui vont avoir besoin de beaucoup d'opiacés, beaucoup d'analgésie pour le contrôle de la douleur sont plus à risque. Puis une des choses qu'on voit quand même assez fréquemment, là, malheureusement, c'est l'oubli de represcrire les médicaments pour le prostatisme ou pour l'hypertrophie bénigne de la prostate que le patient prenait à la maison. Quand c'est oublié, malheureusement, pendant la période d'hospitalisation, ces patients-là sont plus à risque de développer leur rétention urinaire aussi. OK. Puis donc, autre que pas oublier de leur represcrire leur médication, est-ce qu'il y a d'autres façons de réduire le risque? C'est une bonne question. Je pense que c'est des choses qui sont assez simples, mais bon, la gestion de la douleur, si on est capable, on évite les opiacés. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce qu'on peut utiliser peut-être plus d'infiltration locale pour diminuer le risque d'opiacés post-opératoire ou le besoin d'opiacés post-opératoire? Est-ce qu'on peut utiliser des anti-inflammatoires à la place des opiacés? Je pense que si on est capable, c'est de favoriser des alternatives aux opiacés. Il y a aussi des chirurgies, là, en fait des études, pardon, qui démontrent que potentiellement l'utilisation d'alpha-bloqueurs comme le tamsulosin en préopératoire, notamment pour, ça a été démontré dans des chirurgies herniaires, mais aussi par des méta-analyses de différentes études qui ont été mises ensemble, que l'utilisation préopératoire d'alpha-bloqueurs pour une certaine période peut réduire le risque de rétention urinaire. À ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est nécessairement utilisé en Amérique du Nord, mais je pense que c'est quelque chose à considérer peut-être pour les patients que vous voyez en clinique, quand vous leur questionnez finalement à l'histoire, peut-être que vous ne questionnez pas souvent sur les symptômes urinaires comme chirurgiens généraux, mais si vous allez à l'histoire, vous voyez que le patient se plaint de beaucoup de symptômes urinaires, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer là, en préopératoire pour diminuer le risque. On a quand même des évidences là, de quelques études randomisées contrôlées, mais surtout quand même une bonne méta-analyse qui démontre qu'il y a potentiellement un bénéfice. La question que j'ai pas la réponse, c'est quoi la durée optimale de traitement préopératoire pour ces patients-là? Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'on ne sait pas. La logique, c'est que ce médicament-là prend 24 à 7 jours à vraiment être efficace. Fait on pourrait dire que quelques jours avant, on le commence, puis on l'arrête dans la période post-opératoire, là, si ça a bien été pour le patient. Ou encore, même le patient peut-être va se trouver beaucoup mieux depuis qu'on a commencé son alpha-bloqueur, son médicament. Fait qu'à ce moment-là, il va être heureux de le continuer à plus long terme. Puis vous allez avoir fait des urologues de vous. Là. Donc, à ce moment-là, je suis curieux, est-ce que dans vos RAC pour des chirurgies urologiques, exemple une néphrectomie, est-ce que c'est utilisé d'emblée selon votre questionnaire? Ce n'est pas. La question, c'est est-ce que ça devrait? C'est pas quelque chose qui a été mis en pratique, honnêtement, mais c'est des médicaments, là, on pourra en reparler davantage si ça vous intéresse, mais c'est des médicaments qui ont quand même peu d'effets secondaires, qui sont peu coûteux pour le patient. Fait que je pense qu'il y a quand même pas un gros il y a quand même pas un gros downside, là, j'ai juste le terme anglais en tête là, de l'utiliser. Là. Parfait. Sinon, au niveau de la gestion, en quoi c'est important de le reconnaître et de rester alerte en post-opératoire? Ben, je pense que c'est quand même important. On le sait de par plusieurs études, puis juste de la pratique au quotidien, là, qu'un patient, bon, si
la non-reconnaissance de cette rétention urinaire-là là, peut entraîner des effets délétères pour le patient, mais aussi pour vous. Là, ces patients-là, si on ne les reconnaît pas, ils vont rester plus longtemps à l'hôpital, ils sont plus à risque d'avoir un délirium, plus à risque de faire une insuffisance rénale aiguë en post-opératoire, plus à risque de faire des infections, etc. Fait que je pense que c'est quand même important d'être à l'affût. Les patients, puis le personnel infirmier sont quand même bien habitués à regarder ça. Je pense que ça se reconnaît quand même assez facilement, soit à l'examen physique ou encore là, juste par un bladder scan ou une échographie abdominale là, qui est disponible sur presque tous les étages. On fait ça rapidement, on voit si le patient a une bonne vidange ou pas, là, si on a un doute. C'est pas parfait, l'échographie abdominale ou le bladder scan en post-opératoire. Les patients, des fois, ont des pansements à cet endroit-là. Des fois, les patients ont un surplus de liquide, fait qu'une acide ou une inflammation importante dans la bédaine à cause de la chirurgie qui peut fausser les résultats, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Puis dans le doute, je pense que c'est toujours facile, là, au besoin d'installer une sonde, là, juste pour voir c'était quoi le résidu ou du moins de faire un cathéter pour voir si le bladder scan était fiable et si ça peut aider notre patient. Excellent. Donc, en parlant de sonde urinaire, qu'est-ce qu'on fait avec les sondes difficiles si elles ne passent pas? C'est quoi les petits trucs d'urologue? Ben, je pense que la première chose, bon, si le patient, on pense qu'il y a une rétention, c'est de se dire, est-ce que le patient doit partir là, puis on veut y mettre une sonde qui est plus permanente, ou est-ce qu'on peut se donner le temps de voir est-ce que c'est juste une malchance post-opératoire à cause de l'anesthésie, à cause des opiacés, que le patient n'est pas capable de se vider sa vessie. Fait que je pense que si c'est une sonde, le patient doit partir. Je pense que c'est de mettre une sonde qui va être permanente, en guillemets, là, permanente jusqu'à ce que le patient a un sevrage de sonde en externe, soit par le CLSC ou avec un urologue. Ou encore, sinon, je pense que si le patient, on a du temps un peu à voir si c'était juste une bad luck, je pense que de faire juste un cathéter intermittent ou encore un in and out, juste vider la vessie une fois puis voir qu'est-ce qui arrive par la suite, je pense que c'est raisonnable. La question, c'est de voir si on a fait juste un cathéter intermittent, combien de fois qu'on essaye avant de mettre une sonde. Ben, je pense que ça dépend un peu des symptômes du patient, de comment longtemps vous pensez qu'il va rester à l'hôpital, puis je dirais de comment le patient tolère là, ces sondes-là. Est-ce qu'il est prêt à se réessayer ou plutôt là, il est tanné, écœuré de se faire jouer là, puis il veut juste avoir une sonde pour avoir une petite pause avant que sa vessie reprenne. Je pense que pour ce qui est, si on met un cathéter intermittent, ça dérange peu, là, l'infirmière va utiliser ce qu'elle a sur l'étage. Pour ce qui est des sondes plus permanentes, ben, je pense que ça ne dérange pas. La durée de la sonde probablement va être assez courte, que vous pouvez prendre pas mal le type de sonde que vous avez sous la main. Si c'est vous qui devez mettre la sonde vous-même parce que l'infirmière a tenté et elle n'a pas essayé, vous n'avez pas d'accès à l'urologue, je pense que le plus facile, là, c'est d'essayer une sonde qui est coudée, c'est-à-dire qu'il y a une courbe à la fin de la sonde. On sait que la plupart des rétentions sont chez les hommes. Les hommes, la plupart, ont encore leur prostate en place. Puis cette prostate-là, dans l'urètre prostatique, l'urètre fait une certaine courbe là, qui fait que cette sonde-là qui est coudée va faciliter le passage de la sonde dans l'urètre prostatique. En termes de taille de sonde, je pense que ça n'importe pas vraiment beaucoup, mais plus petit notre sonde peut être, mieux que ça peut être là, pour le confort du patient. Fait que généralement, en urologie, on va utiliser des sondes 14 ou 16 French. Si vous avez tenté une sonde coudée, 14, 16 French, puis celle-là, elle ne fonctionne pas, à moins que le patient a des contre-indications, genre vous pensez qu'il y a peut-être une sténose, il y a déjà eu une chirurgie de l'urètre dans le passé, une prostatectomie, etc., où on pense qu'il y a risque d'avoir une sténose urétrale, mais vous pourriez tenter une sonde un peu plus grosse. Des fois, juste le fait que la sonde est un peu plus ferme, un peu plus rigide, ça va faciliter le passage dans l'urètre prostatique. Fait que les sondes 18, 20 French, un peu plus grosses, 22 French, temporairement, je pense que ça va être bien correct pour le patient. Puis des fois, vous êtes chanceux. Je pense que la question, c'est qu'est-ce qui arrive si cette sonde-là ne fonctionne pas. Ben là, je pense que c'est toujours bon d'avoir un ami urologue dans la poche là, que vous pouvez contacter pour vous venir en aide. Mais je suis conscient que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a dans tous les milieux. Fait que je pense qu'il faut penser aux alternatives. Fait que la première, je pense, bon, si c'est le soir, si c'est la nuit, est-ce que c'est juste parce que l'urologue est pas dans la place puis c'est compliqué? Puis est-ce qu'on peut se permettre d'attendre un peu avant de mettre la sonde? Je pense que la réponse à ça, ça peut être oui. Ça dépend vraiment du confort puis de l'impact de cette rétention-là chez le patient. Si c'est le cas, ben, je dirais
diminuer le soluté dans la mesure du possible, essayer de garder le patient sec là, pour vous acheter du temps jusqu'au lendemain. Si au contraire, je pense qu'il faut vraiment faire de quoi, ben, à ce moment-là, là, c'est là qu'il faut penser à des alternatives. Si vous êtes à l'aise, je pense que vous pouvez, et puis vous avez accès, je dirais, c'est faire une cystoscopie, mais j'imagine que vous n'avez pas tant d'expérience avec la cystoscopie. Fait que je vous dirais le plus simple à ce moment-là, là, c'est vraiment de mettre un cathéter suspubien. Pas mal la seule contre-indication, c'est vraiment l'anticoagulant. Ça rend les patients un peu plus à risque de saignement. En même temps, s'il y a une rétention urinaire, on n'a pas bien le choix non plus, il faut faire quelque chose. Idéalement, si vous avez accès, là, cette ponction-là devrait se faire sous échographie, surtout si le patient a déjà eu des chirurgies pelviennes, juste pour éviter malheureusement là, qu'on passe à travers d'une anse digestive en mettant cette sonde-là. Il y a des kits déjà toutes préconçus là, pour faire ça. C'est quand même pas très compliqué tant qu'on s'assure de viser la vessie. Puis bon, si vous n'êtes pas bien à l'aise à faire ça, je pense qu'on peut toujours juste à la ponction à l'aiguille, là, viser la vessie en ponctionnant puis en aspirant le liquide seringue après seringue pour au moins rendre le patient plus confortable le temps que vous avez accès à un urologue ou le temps que vous le transférez d'un milieu où qu'un urologue peut lui placer une sonde. On parlait là, des sondes plus difficiles, donc s'il y a des complications, là, si on a fait un faux trajet, il y a du sang, ou bien on a gonflé le ballonnet, finalement on réalise que c'est pas dans la vessie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, fait que, tu sais, moindrement que vous avez un doute du placement de la sonde, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre une seringue à levine, mettre du liquide dans la vessie, puis essayer de le respirer. Vu que le liquide va toujours rentrer dans la sonde, mais quand vous allez essayer de l'aspirer, si vous êtes si vous n'êtes pas dans la vessie, vous n'allez pas être capable d'aspirer le liquide. Fait qu'on va, parce que les tissus périurétraux vont juste collaber sur la sonde, puis vous n'allez rien. Fait que vous allez avoir votre preuve que la sonde n'est pas à la bonne place. Fait que s'il y a un peu de sang, je pense à l'urètre, c'est probablement que vous avez fait un faux trajet. Fait que les deux choses à faire, c'est si vous aviez une sonde qui était droite, prendre une sonde coudée ou encore une sonde un peu plus grosse là, pour essayer d'outrepasser ce faux trajet-là. Si vous y retournez de nouveau, vous poussez gentiment, une pression qui va être continue. Puis clairement que si vous retombez de nouveau dans ces faux trajets-là, là, je pense que c'est le temps d'arrêter et appeler de l'aide. Si on a un faux trajet, des fois la sonde est juste impossible à mettre. C'est soit que ça prend une cystoscopie pour la mettre sous vision directe ou encore là, la ponction suspubienne qu'on a discuté un peu tantôt. Pour ce qui est de la sonde dans l'urètre prostatique, c'est pas si rare que ça. Malheureusement, les patients en rétention ont souvent des grosses prostates, des longues urètres prostatiques. Puis la sonde, quand l'urètre est un peu plus grande, a tendance à boucler dans l'urètre prostatique. Fait que ces patients-là vont avoir soit un mauvais drainage parce que la sonde n'est pas complètement à l'intérieur de la vessie, fait qu'elle va se drainer un peu, mais pas parfaitement. Surtout, le patient, souvent, va avoir une certaine douleur parce qu'on a gonflé un ballonnet là, dans une urètre qui n'a pas la capacité d'avoir ce ballonnet-là. Fait que je pense que le truc à ce moment-là, c'est vraiment juste de dégonfler puis recommencer. Généralement, la sonde est capable de passer. Encore le même truc que mentionné tantôt, si le patient avait une sonde droite là, ou qui n'était pas coudée quand vous l'avez essayé de l'introduire dans l'urètre, c'est vraiment de prendre la sonde coudée. Mais ma suggestion, ça serait si c'est vous qui devez mettre la sonde, je pense, cassez-vous pas le bicycle, là, commencez par une sonde coudée directe, vous maximisez vos chances de ne pas avoir besoin de recommencer. Excellent. Tu avais parlé aussi de sevrage tantôt. Donc, comment on procède là, en pratico-pratique si on ne veut pas l'envoyer à l'uro ou on veut s'en occuper tout seul? Comment on fait ça, le sevrage en externe? D'abord, si vous avez cette motivation-là, je pense qu'il faut que je vous félicite, c'est très bien. Par la suite, pour le sevrage, je pense qu'il y a deux façons. On est quand même chanceux d'avoir une belle collaboration au Québec avec les CLSC. Fait que généralement, ce qu'on peut facilement faire, c'est faire une demande de sevrage au CLSC. Puis vous écrivez, là, sevrage, s'il vous plaît, si échec, remettre la sonde. Puis à ce moment-là, il faut juste vous assurer là, que vous êtes au courant si jamais la sonde a été remise pour le diriger vers l'urologue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser les chances de sevrage? Ben, je pense que surtout pour les patients qui avaient un certain prostatisme au départ, ben, je pense qu'on a deux classes de médicaments qu'on utilise là, pour les gens avec les hypertrophies bénignes de la prostate. La première, c'est ce qu'on appelle les 5-alpha réductases. Il y a deux types de médicaments, là, si vous voulez, qui s'appellent le dutastéride ou le finastéride ou le Lavodar ou le Proscar. Puis ces médicaments-là fonctionnent
en bloquant la conversion de la testostérone en DHT. Puis, en bout de ligne, ce que ça fait, ça résulte en une diminution de la taille de la prostate. Le bémol de ça, c'est que c'est efficace après 3 à 6 mois. Donc, pour vous qui voulez un sevrage rapide pour votre patient, c'est quand même peu utile. Fait que le médicament, je pense que vous devez vraiment connaître comme quelque chose qui va aider votre patient à court terme, c'est les alpha-bloqueurs qu'on a mentionné un peu tantôt. Il y a plein de récepteurs ou de fibres alpha au niveau du col vésical. Fait qu'en donnant des alpha-bloqueurs, on va aller bloquer ces récepteurs-là, diminuer la tonicité du col vésical, donc augmenter le passage de l'urine, maximiser vos chances que ce patient est capable de sevrer la sonde. Les alpha-bloqueurs sont souvent efficaces rapidement. On dit qu'ils ont une certaine efficacité après 24 heures, puis ils sont vraiment maximales après 7 jours. Fait que généralement, on essaye un sevrage de sonde 1 à 2 semaines en post-opératoire pour avoir donné le temps à ces alpha-bloqueurs-là de fonctionner. Il y en a différents types. Il y a des génériques qui coûtent très peu de sous, comme le tamsulosin ou comme le Flomax. La dose, juste pour vous, c'est 0,4 mg une fois par jour. Mais bon, ils ont quand même des effets secondaires, ces médicaments-là. On parle d'hypotension orthostatique, de congestion un peu nasale. Fait que les effets secondaires, de la congestion, c'est pas bien grave pour le patient, surtout s'il prend temporairement, mais l'hypotension, ça peut être quelque chose qui est plus dérangeant. Fait que chez certains patients, il y a des médicaments qu'on dit un peu plus urosélectifs, comme l'alfuzosin ou le Xatral, qui est le nom commercial, ou encore le silodocin ou le Rapaflo, hein, c'est difficile à dire. Puis, ces médicaments-là, en principe, du moins en théorie, feraient un petit peu moins d'hypotension orthostatique. Mais je pense que l'important, c'est d'en sélectionner un, puis vous en rappeler de un, là, puis je pense que vous allez être bien correct avec ça. Excellent. Est-ce qu'il y a des contre-indications à les utiliser? Il y a En fait, la contre-indication, je dirais, c'est le patient qui est peut-être à risque de chute. Là, c'est celle-là qu'on va voir le plus souvent. À ce moment-là, à cause du risque d'hypotension orthostatique, il faut peut-être faire un peu plus attention. Mais dans notre population qu'on traite à tous les jours en urologie, on a des patients qui sont plus âgés, qui ont beaucoup de médicaments, beaucoup de comorbidités, puis ces médicaments-là sont généralement très bien tolérés, je dirais. Excellent. Donc, je pense que ça fait un bon tour de toute la rétention qui est clairement le problème le plus fréquent qu'on va rencontrer. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Si on change complètement de sujet, puis on va plus vers les traumatismes, est-ce qu'il y a une classification pour les traumas, vessie, urtère? Est-ce que ça change quelque chose, cette classification-là, dans notre prise en charge? Il y en existe. Bon, la question, est-ce que ça change quelque chose pratico-pratique? Probablement pas. Je pense que c'est plus théorique que d'autres choses, cette classification-là. Mais il y en a une pour la vessie, notamment, là, qui catégorise les patients avec un traumatisme de la vessie, soit des traumatismes non iatrogéniques, genre les traumatismes de la route, pour dire quelque chose, versus les traumatismes de la vessie iatrogénique. La classification non iatrogénique, bon, elle vient de l'American Association for the Surgery of Trauma. Elle classifie les catégories, les traumas de la vessie de 1 à 5, avec 1 étant les traumas les moins importants, 5 étant les traumas les plus importants. Puis surtout, en bout de ligne, ce que cette classification-là fait, elle différencie surtout les traumas en trauma extra-péritonéal, trauma intra-péritonéal. Puis après ça, le grade dépend là, de la longueur de la lacération. On parle de moins que 2 cm et des traumas de plus bas grade. En haut de 2 cm, ça commence à être des traumas plus significatifs, donc de plus haut grade. Donc, comment on le suspecte, ce trauma-là, quand on voit le patient en trauma? Bon, d'emblée, je dois avouer que comme urologue, je ne suis pas l'expert des traumas, fait que je pense que vous êtes pas mal plus expert que moi en gestion de trauma, mais
Bon, la logique, c'est un trauma vessie. Bon, on va le suspecter quand il y a nécessairement de l'hématurie macroscopique. Un patient qui a eu un accident haute vélocité, qui a eu une fracture du pelvis, un hématome pelvien, puis surtout un patient qui est incapable d'uriner ou qui a un trauma de l'urètre postérieure, ben là, on est toujours à risque d'avoir un trauma de son col vésical aussi, là, de façon concomitante. Fait que c'est des patients chez qui on va suspecter un trauma vésical, là. On va le prouver comment à ce moment-là? Bon, là, généralement, ces patients-là vont avoir un scan, fait qu'on va voir une certaine quantité de liquide libre. Je pense que c'est suspecté, puis le patient a une sonde en place. À ce moment-là, c'est vraiment un CT scan avec une cystographie, là, fait que on donne un agent de contraste via la sonde au niveau de la vessie qu'on surdistend, puis qu'on regarde au scanner, voir s'il y a une fuite de vésicale, soit intra ou extra-péritonéale. Si le patient n'a pas encore de sonde, on a un doute au niveau d'un traumatisme de l'urètre, mais c'est vraiment de faire une cystographie rétrograde. On injecte un produit de contraste via une sonde qu'on a gonflée dans l'urètre distal pour regarder est-ce qu'il y a un traumatisme vésical, puis ensuite est-ce qu'il y a un traumatisme au niveau de la vessie de façon concomitante. C'est sûr qu'un scanner est pas mal plus sensible et spécifique qu'une cystographie rétrograde là, qui est faite avec des clichés radiologiques, là. Excellent. Est-ce que ça se fait encore des cystographies ou tout le monde passe directement au scan aujourd'hui? Ça se fait encore, je pense que, bon, le scan, c'est quand même l'irradiation, etc. Mais je pense que si on a si on a nous, on va les faire surtout les cystographies pour les patients en en post-op ou en post-traitement pour contrôler la fuite plutôt que diagnostiquer la fuite, je dirais. Mais bon, je pense que c'est plus simple pour vous, pour le radiologiste, vraiment de faire la cystographie rétrograde avec un CT scan que de faire une cystographie avec cliché radiologique comme qu'on faisait plus tôt dans le temps. OK. Fait que si on parle un petit peu du traitement, qu'est-ce qu'on fait quand c'est extra-péritonéal? Ben, là, si on parle des traumas non iatrogéniques, là, quand c'est extra-péritonéal en bout de ligne, à moins que ça implique à moins que c'est des traumas un peu plus compliqués, c'est-à-dire si ça va impliquer une atteinte du col vésical, ou des fois, là, avec les fractures pelviennes, là, on peut voir qu'il y a des petits fragments de l'os qui vont dans la vessie. Ça, c'est juste un traumatisme extra-péritonéal pur et dur, simple. À ce moment-là, la vessie, ça guérit super bien, là. Fait que vraiment, ces patients-là, on met une sonde, puis on patiente. Combien de temps? Ben là, la durée n'est pas si claire, là. Il n'y a pas vraiment de bonne étude qui nous dit que de garder 1, 2, 3, 4, 5 semaines, c'est mieux. Mais généralement, on dit qu'après 1 à 2 semaines, probablement à moins que le patient ait des facteurs de risque de mauvaise guérison, là, on dit que généralement 1 à 2 semaines, c'est suffisant pour avoir une vessie qui a été complètement réparée par elle-même. Maintenant, ça dépend aussi là, de la type de fuite, de la grosseur de la fuite. Je pense que c'est quand même une bonne pratique là, de faire un contrôle radiologique afin d'éliminer qu'il y a encore une fuite persistante avant d'enlever la sonde, bien que dans les recommandations, c'est pas nécessairement obligatoire, là, surtout pour les fuites qui sont un peu plus petites quand c'est extra-péritonéal. Pour les traumatismes intrapéritonéales, ben là, c'est un peu plus compliqué. Ces patients-là, généralement, vont être traités chirurgicalement. La fuite d'urine en intrapéritonéal va avoir plus de conséquences. Le patient est plus à risque de développer une péritonite bactérienne. Le patient est plus à risque d'avoir une péritonite chimique de par l'urine. Fait qu'à ce moment-là, on a tendance d'aller réparer les fuites-là chez les patients. Il y a quelques exceptions, que je pense que vous n'avez pas besoin de connaître là, comme chirurgien général. Mais bon, je pense qu'il est important de comprendre que ces patients-là avec des fuites intrapéritonéales, c'est vraiment les autres chez qui la consultation urologique est requise pour la prise en charge future ou immédiate de ce genre de patients-là. OK. Puis si on va maintenant vers le traumatisme iatrogénique, donc on opère un patient, puis on rentre dans la vessie. Donc, soit c'était par l'approche elle-même, soit parce que c'était un cancer ou une diverticulite qui envahissait, entre parenthèses, là, jusqu'à la vessie, puis il y a un bout de vessie qui est parti. Fait que ça pour nous, bon, en urologie, on dit que le trauma vésical iatrogénique là, ou PEROP, c'est vraiment le trauma le plus fréquent. On dit que ça va survenir à peu près entre 0,5 et 5 des chirurgies faites par les chirurgiens généraux. Fait que vous n'êtes pas trop pire. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui peut arriver malheureusement.
Euh, Comme pour les traumas non iatrogéniques, on les classifie encore en extrapéritonéal, intrapéritonéal. Puis je pense que ça dépend un peu, la prise en charge de ces patients-là va dépendre vraiment de quand c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un trauma. Je pense que ça soit extrapéritonéal ou intrapéritonéal, si on est encore pendant la chirurgie en pair-up, je pense que c'est une bonne idée de fermer la vessie à ce moment-là. Si on s'est aperçu d'un trauma extrapéritonéal, ben en post-op, c'est la même gestion qu'on a discuté tantôt là, pour les traumas non iatrogéniques, c'est-à-dire si on est extrapéritonéal, ben à ce moment-là, on peut se permettre de juste mettre une sonde puis laisser le temps guérir. Euh, euh, Par contre, si c'est intrapéritonéal ou si on est pair-up, ben, je pense qu'il faut fermer la vessie. Je pense que c'est une bonne pratique si vous avez accès à un urologue d'appeler l'urologue pour venir y jeter un coup d'œil puis fermer la vessie. Mais la vérité, c'est pas vraiment sorcier de fermer une vessie, là. Si nous, on est capable, puis je pense que vous êtes très bien capable de fermer la vessie. Il n'y a pas de bonne étude qui nous dit exactement comment fermer la vessie. Je pense que c'est de prendre un fil qui est résorbable. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante. Si on prend un fil qui est non résorbable, ben là, le patient va faire des petits calculs sur ces fils-là, puis là, va causer toutes sortes de problèmes par la suite. Fait que je pense que si vous avez une chose à retenir de tout ça, c'est si jamais il y a un trou dans la vessie, s'assurer de prendre un fil résorbable. Je pense que le type de fil, que ça soit un Vicryl, un Maxon, peu importe, je pense que ça dérange vraiment pas. Ça, là, c'est vraiment au goût du chirurgien, au goût de l'urologue. Euh, que ça soit un fil 2-0 ou 3-0, je pense que ça ne change pas beaucoup. Ces patients-là, une fois que vous avez réparé, ils vont avoir une sonde. La vessie va être vidée pendant un bon bout. Le temps que ça referme, le fil en bout de ligne là, va avoir amplement le temps de faire sa job. Puis que ça soit un petit ou un gros fil, je pense que ça ne dérange pas. Il n'y aura pas de tension sur votre fermeture. Les choses qui est souvent discutées chez les urologues, est-ce qu'on ferme la vessie en un plan, deux plans, trois plans? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent qu'il y a une supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Je pense que c'est juste important, comme n'importe quoi, qu'on ferme la musculeuse, qu'on ferme la muqueuse viscale, là. Fait que vous fermez la muqueuse, puis ensuite la musculeuse par-dessus, je pense que ça ne dérange pas. Tant et aussi longtemps que vous assurez que votre fermeture est étanche, je pense que c'est ça qui est probablement le plus important. Pour l'étanchéité, ben, ces patients-là, une fois que vous avez réparé, on a mentionné, ils vont avoir une sonde. Fait que vous pouvez injecter peu importe le liquide que ça vous tente au niveau de la vessie, tant que vous confirmez là, que c'est relativement étanche avec 100, 150, 200 cc de liquide. Je pense après ça, le reste, la vessie va guérir puis va faire la chose. Bon, si le patient a déjà eu de la radiothérapie, c'est peut-être ces patients-là que vous voulez vous assurer vraiment que c'est vraiment, vraiment étanche. Fait que peut-être c'est pas une mauvaise chose de fermer ces patients-là en plus qu'un plan parce qu'on sait qu'ils guérissent un peu moins bien. Puis probablement une bonne idée d'injecter un peu plus de liquide que pas assez chez ces patients-là pour vraiment s'assurer que c'est étanche. Chez les autres qui sont à risque, là, mais malheureusement, d'avoir une fermeture qui va réouvrir, là, fait qu'elle risque de faire des fistules, etc. plus tard. Parfait. Euh, Tu sais, un autre trauma qui, lui, nous inquiète évidemment toujours pas mal plus, puis qu'on surveille beaucoup pendant la chirurgie, c'est le trauma de l'urtère. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Puis est-ce qu'il y a des façons de le prévenir autres que, évidemment, essayer de l'identifier? ouais, fait que ça, on est quand même chanceux. Ça, c'est des traumas qui sont un peu plus difficiles à gérer. C'est des traumas qui sont relativement rares. Là, on parle parmi tous les traumas génito-urinaires, ils représentent à peu près 1 à 3 de tous nos traumas. La plupart vont survenir au niveau de l'urètre distale là, quand on parle de chirurgie générale. Puis la plupart vont venir avec les chirurgies colorectales. On n'est pas surpris. C'est là que les urtères passent le plus proche là, des structures digestives. Plus souvent secondaire, soit à un clip, une ligature ou encore un trauma thermique là, qui a été fait lors de la chirurgie. Puis bon, pendant un certain temps, beaucoup de chirurgiens utilisaient ou utilisent encore peut-être des cathéters urétéraux en se disant que ça nous aide à identifier les traumas, ça nous aide à identifier les urtères, plutôt, ça nous aide à diminuer le risque de trauma. Mais bon, on a quand même des bonnes études qui nous démontrent que malheureusement, oui, ça nous aide à identifier les traumas, mais ça réduit pas le risque de trauma. Fait que je pense qu'il n'y a rien de mal à les utiliser, mais je pense qu'il n'y a rien de mal non plus à se dire que c'est peut-être pas un requis chez tous les patients. OK. Puis si on a un cas difficile, on a décidé qu'on ne mettait pas de cathéter, puis finalement, avec la difficulté, on n'est pas sûr de l'identifier. Y a-t-il des trucs? Moi, je pense que c'est pour ces patients-là. Bon, si vous avez accès à un urologue, il peut toujours mettre un tube à ce moment-là.
un tube urétéral à ce moment-là pour essayer de vous aider à l'identifier. Mais je pense encore plus simple, là, si vous pensez que vous avez fait un trauma, ben, je pense que c'est là on peut utiliser là, du but-méthylène ou encore de l'indigo-carmène en intraveineux. Le patient va le métaboliser, va être filtré par ses reins, puis bon, il va l'uriner par la suite. Fait que vous allez quand même voir à ce moment-là là, du bleu apparaître dans votre champ opératoire si l'urétère a été traumatisé. Mais ça lui identifie seulement un trauma qui a une lacération. Si vous avez malheureusement euh, cautérisé l'urétère, coagulé l'urétère ou encore clippé, ben ça, on l'identifiera pas par ce but-méthylène-là. Là. Je pense à ce moment-là, si vous avez un doute à ce moment-là, c'est vraiment plus soit d'appeler l'urologue qui va venir essayer de trouver l'urétère, essayer de le disséquer pour vous, ou encore il va essayer de mettre un cathéter urétéral de façon rétrograde, puis vous allez le voir à ce moment-là si l'urétère est complètement bloqué ou traumatisé. Si on utilise la coloration par l'indigo-carmène au bleu de méthylène, c'est quoi à peu près le temps d'action? On s'attend à le voir apparaître combien de temps après l'injection? Bonne question. Malheureusement, vraiment variable de patient en patient, va dépendre de leur fonction rénale, peut aussi dépendre du niveau d'hydratation du patient. Fait que je dirais, si vous êtes un urologue comme moi, pas très patient, dites à votre chirurgien vraiment de surhydrater le patient à ce moment-là. Comme ça va être un peu plus vite que vous allez remarquer le but-méthylène va être rendu au niveau de la vessie. La façon de savoir, bon, jusqu'à comment longtemps que vous attendez, ben, je pense, un, faut être patient. Deux, c'est de dire quand le patient a du bleu dans sa sonde, ben, s'il y avait un traumatisme urétéral, ben, vous l'auriez vu là, dans le champ opératoire quand il y a du bleu rendu au niveau de sa vessie. Excellent. Puis est-ce que soit en chirurgie robotique ou laparoscopique, il y a une place avec le verre d'indocyanine? Ouais, du- en chirurgie robotique, il y a des études qui démontrent que le verre d'indocyanide aurait démontré un certain bénéfice à l'identification de la préservation des uretères. Bonne question si c'est utilisé au Québec. Là, c'est utilisé dans des chirurgies, mais est-ce que c'est utilisé pour cette raison-là? Au Québec, je sais que chez nous, à Sherbrooke, on ne l'utilise pas de façon rétrograde pour cette indication-là, mais dans les autres centres québécois, peut-être qu'ils l'utilisent. À ma connaissance, cette technique-là est seulement disponible avec la chirurgie robotique. Là, je ne suis pas au courant que c'est une possibilité de l'utiliser en laparoscopie ou encore en chirurgie ouverte. J'imagine que ça se fait, mais je suis juste pas au courant, j'avoue. OK. Puis si on a tout fait là, pour essayer de le prévenir, mais malgré tout, là, l'urtère il est coupé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ouais, bon, la question, c'est est-ce que vous l'avez identifié en pair-up ou est-ce que c'est en post-opératoire? Malheureusement, la plupart de ces traumas-là vont être identifiés en post-opératoire, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas reconnus pair-opératoire. Fait que ces patients-là, généralement, vont être diagnostiqués à l'intérieur de la même hospitalisation. Le patient ne va pas nécessairement évoluer, il va avoir quelque chose qui cloche dans votre post-op. Le patient va avoir soit des douleurs de type colique néphrétique un peu, parce que soit que l'urine ne se vide pas, son rein dilate, ça lui cause la douleur, soit qu'il va se présenter avec une distension abdominale ou encore un retard dans la reprise du transit secondaire à l'ilius causé par l'urine. Vous allez avoir un scan pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir au scan soit une hydronéphrose ou encore du liquide libre dans le ventre, un urinome. Puis c'est à ce moment-là que ça va être suspecté. Comment qu'on fait pour l'identifier? Ben, je pense que c'est par CT scan. Un CT scan avec une phase retard, le contraste au niveau du système pyélo-caliciel, au niveau de l'urtère. Puis là, on va voir qu'il y a une fuite d'urine si c'est une lacération. Si c'est une obstruction complète, ben à ce moment-là, on va voir une hydronéphrose, puis un retard de néphrogramme ou encore un contraste qui stagne au niveau des cavités pyélo-calicielles. L'autre chose que vous pouvez faire, les patients, si vous avez opéré puis ils ont un drain en place, un drain de type Jackson-Pratt, mais si vous voyez que la couleur du liquide semble être plutôt couleur urine, ben à ce moment-là, on peut faire une créatinine sur le liquide abdominal pour vraiment confirmer qu'il y a une fuite d'urine à ce moment-là. Comment est-ce qu'on confirme la fuite d'urine? En bout de ligne, le liquide abdominal devrait avoir une créatinine qui est similaire à la créatinine sérique. Fait que c'est moindrement que c'est plus élevé. Généralement, ça va être à peu près le double, là, et plus, là, je dirais. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on suspecte une
une fuite d'urine. Ça ne nous dit pas, bon, si la fuite d'urine vient de la vessie, vient de l'urtère. On confirme juste à ce moment-là là, l'endroit de la fuite, puis ça vous donne une idée. Mais je pense que ces patients-là, après ça, il faut avoir une imagerie pour bien identifier les choses. Puis comment on fait pour la réparer? Donc, disons, on est pair-up, là, puis on le Ouais. sait, là, le cancer, il envahit l'urtère, puis là, on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, je pense que c'est d'appeler votre urologue. En même temps, si la question est une question oncologique, je pense que s'il y a un envahissement, si vous êtes capable d'avoir des marches saines, je pense qu'on gérera le traumatisme de l'urtère par la suite. Mais je pense que si on est capable de le prévenir, c'est toujours mieux. Cette décision-là, si vous devez le sectionner, je pense que c'est bien d'être pris avec l'urologue. Mais bon, si on est sur le fait, c'est une autre chose. La gestion va dépendre un peu de qu'est-ce qui est arrivé à l'urtère. Est-ce que c'était juste un clip? Est-ce que c'était une ligature? Est-ce qu'il a été cautérisé ou vraiment sectionné au ciseau? Puis ensuite, va dépendre de où est-ce que le traumatisme est au niveau de l'urtère. Est-ce que c'est un traumatisme au niveau du bas urtère, de l'urtère moyen ou proximal? C'est sûr que les plus faciles à gérer sont aussi ceux qui arrivent plus souvent, c'est-à-dire les traumatismes au niveau de l'urtère distale. À ce moment-là, on a plus de jeux, on est souvent capable, si c'est un traumatisme complet, thermique ou une obstruction, vraiment de juste réimplanter l'urtère au niveau de la vessie. Puis ça se fait quand même généralement super bien, ça guérit bien, puis c'est pas très compliqué. Pour les traumatismes qui sont plus hauts, ça dépend un peu de quel type de trauma, ça dépend est-ce qu'on est capable de, en bon français, rabouter l'urtère ensemble, ou au contraire, le traumatisme est tellement important que malheureusement, il faut faire une népho-uréthérectomie, c'est-à-dire enlever le rein parce qu'on pense que ça va juste être trop morbide d'essayer de réparer cette urtère-là. Pour la réparation, si vous n'avez pas accès à un neurologue, c'est la même réparation, c'est le même principe que n'importe quoi, c'est-à-dire vous assurer que les deux moignons sont viables, qui sont bien vascularisés. Pour l'anastomose, généralement, on fait une anastomose qui est spatulée, c'est-à-dire que chaque extrémité a été spatulée pour vraiment avoir une bouche anastomotique qui est plus grande, diminuer le risque de sténose post-réparation. Puis, on fait généralement avec des sutures simples. Le type de suture, honnêtement, dépend vraiment du chirurgien. Je pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Puis, généralement, on va utiliser des plus petites sutures, là, du 4 ou du 5-0 pour réapproximer, mais probablement qu'utiliser des sutures plus grosses, ça serait bien, bien raisonnable aussi. Juste par expérience, je préfère utiliser des plus petites sutures de mon côté. Est-ce qu'il y a des données, un peu comme dans le traumatisme des voies biliaires, disant que si on reconnaît ce type de trauma-là, on est mieux de tout arrêter, là, puis de l'envoyer à un urologue si on suppose qu'on n'a pas un accès immédiat? Euh, Bonne question. Je pense définitivement, si vous avez un doute, c'est de questionner, d'appeler un ami, d'appeler un neurologue pour avoir une opinion sur la prise en charge. Ça dépend un peu, je pense, qu'est-ce que vous faites comme chirurgie, qu'est-ce que vous faites comme intervention, puis qu'est-ce qu'il y a eu comme traumatisme, là. Si c'est des traumatismes partiels, généralement, ça pourrait se régler avec une ou deux sutures, avec un double J, quelque chose qui se répare assez facilement. Si c'est un traumatisme complet, puis vous n'avez pas accès à un urologue, je pense que c'est raisonnable là, de compléter votre chirurgie, honnêtement, puis de mettre des clips là, sur chaque bout, des façons pour l'urologue de repérer l'urtère facilement par la suite, nous le transférer, puis à ce moment-là, il sera réopéré dans les plus brefs délais là, pour la réanastomose si c'est un traumatisme complet. Mais on s'entend que ça reste juste de l'urine. Là. Fait que je pense que c'est pas une contre-indication de votre bord de continuer votre chirurgie, faire ce que vous avez besoin de faire au niveau de la chirurgie générale, puis nous, on gérera par la suite là, au besoin. Idéalement, ça Excellent. serait de ne pas traumatiser l'urtère du début. Exactement. Donc, bien content que ça arrive très peu souvent, puis on va espérer pas d'en avoir besoin de tous ces beaux conseils-là. Donc, une fois qu'on a passé au travers des traumatismes, on change encore une fois de sujet complètement. Nous, c'est un grand sujet. Si on veut, les pathologies inguinoscrotales, c'est tout envoyé comme étant des hernies, mais c'est pas toujours des hernies. Fait que si on part de cet exemple-là fréquent d'un patient qui nous est envoyé pour hernie, puis on parle de diagnostic différentiel qui tombe plutôt dans la table urologique, on parle de quoi?
Bon, là, si on s'entend qu'on parle chez l'adulte, là, je pense qu'il y a trois choses qui peuvent faire qui peut occuper un scrotum, là, c'est-à-dire, ça peut toujours être une néoplasie, soit primaire, soit du testicule, soit du cordon ou encore du scrotum. Puis bon, les deux pathologies qu'on voit plus souvent, par contre, c'est les hydrocèles puis les spermatocèles, qui sont deux étiologies bénignes, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être traitées si le patient est asymptomatique ou peu symptomatique. Si on parle de l'hydrocèle, pour commencer, il y a deux cas de figure, là, soit celui qu'on voit à la clinique externe, donc là, comment faire la différence, puis l'autre qui est, on répare réellement une hernie inguinale, mais il y a aussi un hydrocèle. Est-ce qu'on fait quelque chose avec en même temps? OK. Fait que, bon, c'est quoi un hydrocèle, là, en bout de ligne? C'est une accumulation de liquide péritonéal dans la couche qui entoure le testicule, c'est-à-dire la couche qu'on appelle la tunique vaginale. Ça survient, on ne sait pas trop pourquoi, mais pour une raison quelconque, il y a un déballancement entre la sécrétion au niveau de cette couche-là puis la réabsorption au niveau de la tunique. Puis, ça résulte en une accumulation de liquide autour du testicule qui va faire cet hydrocèle-là. Contrairement à une hernie, bon, ça va être une structure, là, si on fait la transillumination, qui va vraiment être transilluminée complètement, fait qu'il n'y a pas d'autres éléments à l'intérieur qu'un liquide qui est généralement juste clair. Puis le diagnostic va être vraiment fait par échographie. Je pense que c'est quand même facilement, on arrive quand même facilement à différencier un hydrocèle d'une tumeur testiculaire ou encore d'une hernie. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est complètement bénin, c'est pas dangereux pour le patient. Il peut faire sa vie avec cet hydrocèle-là sans qu'on ait nécessairement besoin d'intervenir, à condition qu'il n'est pas dérangé, à condition qu'il est asymptomatique. Fait que je pense que les premières choses quand on voit ce genre de patients-là, c'est dans un premier temps les rassurer parce qu'ils sont beaucoup inquiets par rapport à cet hydrocèle-là la plupart du temps. Leur mentionner que c'est pas dangereux puis qu'ils peuvent faire leur vie avec ça. Les gens chez qui ça dérange plus, ben à ce moment-là, on peut toujours faire en bout de ligne. La problématique, bon, c'est la gêne sociale quand c'est vraiment des gros hydrocèles, mais sinon, c'est vraiment l'hémiscrotum est plus pesant, tire sur le testicule, tire sur les nerfs, entraîne une certaine douleur. Fait que généralement, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un support scrotal, quelque chose qui va faire que le testicule a moins tendance à descendre par la gravité. Fait qu'un n'importe quel support scrotal, des sous-vêtements qui sont plus serrés, on peut utiliser des jackstraps là, de hockey, baseball, peu importe, quelque chose qui va faire un meilleur soutien pour ce testicule-là, donc diminuer l'inconfort pour le patient. Puis si on a essayé ça, mais malgré tout, le patient, il aimerait mieux une chirurgie, ou encore une fois, on est déjà en train de l'opérer par voie inguinale. C'est un peu les deux différentes approches. Fait que, bon, nous, comme urologues, quand on opère ces patients-là, on voit souvent une approche qui est transcrotale. Par contre, ça se fait très bien comme intervention par voie inguinale. Je pense pas qu'il y ait d'études qui démontrent qu'une des deux approches est mieux qu'une autre pour régler l'hydrocèle. Donc, je pense que c'est un patient que vous faites une hernie, puis un hydrocèle concomitant qui a moindrement une gêne. Je pense que c'est tout à fait raisonnable d'aller régler son hernie, d'aller régler son hydrocèle par voie inguinale. Là. Je pense qu'il n'y a pas de problème à faire ça. C'est pas bien sorcier, là. Il faut vraiment extérioriser le testicule, fait que vraiment le libérer de son muscle gubernaculum pour pouvoir le ressortir au niveau de votre incision. Puis la seule chose qu'il faut faire, là, c'est vraiment ouvrir la tunique là, vaginale, fait que la couche qui enveloppe le testicule, la couche qui contient ce liquide-là, drainer le liquide. Des fois, il y a des hydrocèles qui sont quand même importants. Donc, la tunique, il y a vraiment un excédent de tunique. Là, dans la mesure du possible, quand il y en a trop, on excise l'excédent. Puis par la suite, c'est vraiment de replier la tunique sur elle-même. Fait que donc, les verser, ce qu'on appelle la technique de jaboulé. Puis après ça, suturer ça ensemble là, de façon inversée pour diminuer le risque que ça revienne de nouveau. Le type de suture, honnêtement, allez-y comme vous souhaitez, là, ça ne dérange pas vraiment, tant et autant longtemps que la tunique va être éversée puis va guérir de cette façon-là. Il y a d'autres alternatives, là, c'est le drainage percutané qui est peut-être utilisé un peu plus en Europe, moins à la mode en Amérique du Nord parce qu'ils ont tendance, les hydrocèles, à se réaccumuler plus avec juste le drainage percutané. Mais c'est quelque chose qui n'est
possible, là, surtout si on veut juste, soulager le patient, quelque chose qui devrait être fait sous échographie pour s'assurer qu'on ne ponctionne pas les testicules. Puis souvent, si on veut vraiment faire cette approche-là, là, peut-être parler à nos radiologistes pour faire une ponction avec un agent sclérosant par la suite, parce qu'en principe, ça diminue le risque. Mais je pense que si on veut faire une discussion avec un drainage percutané, peut-être une bonne idée là, de parler à l'urologue avant de vous lancer là-dedans comme chirurgien général. Excellent. D'autres choses, je voulais juste ajouter, si vous voulez bien, si vous opérez ce genre de patient-là, puis pour une hernie finalement, ou encore vous faites un hydrocèle, puis c'est vraiment un gros hydrocèle, peut-être pas une mauvaise idée là, de laisser un Penrose en place. Il y a encore beaucoup de liquide qui va être sécrété. Ils sont à risque de faire des gros hématomes par la suite pour ces patients-là parce qu'ils ont beaucoup d'espace au niveau de leur loge maintenant que vous avez vidé le liquide. Fait que de laisser un Penrose en place pour quelque temps, le temps que ça draine, puis le temps que ça guérit, je pense que c'est quelque chose à considérer pour ces patients-là. Excellent. Donc, un Penrose qu'on fait ressortir par le scrotum. Exact, exact. Parfait. Donc, ça fait un beau tour pour l'hydrocèle. Si on parle maintenant du spermatocèle un petit peu. Ouais, fait que le spermatocèle, là, pas, de façon pas anecdotique, va des fois être confus avec l'hydrocèle à l'échographie. Des fois, c'est difficile à dire. Les spermatocèles sont tellement gros qu'on les confond avec des hydrocèles. Fait que c'est quoi un spermatocèle en bout de ligne? C'est un ou plusieurs kystes qui se sont développés à partir de l'épididyme. On pense que pour une raison quelconque, il y a eu des micro-traumatismes, un peu comme vos diverticules au niveau du côlon. On pense qu'il y a des micro-traumatismes ou des diverticules de l'épididyme. Puis là, ça s'est développé, puis ça fait ces kystes-là là, par des réactions inflammatoires. C'est pas rare d'avoir des spermatocèles. La plupart des spermatocèles vont être petits. Quand on regarde dans la population générale, on dit que presque un homme sur trois va avoir un spermatocèle, mais c'est plutôt rare d'en avoir des plus gros. Même principe que l'hydrocèle, c'est juste les spermatocèles sont des kystes remplis de liquide simple, fait que c'est des choses qui vont transillumer à l'examen physique. Puis le diagnostic est généralement fait la même chose à l'échographie. Même principe que pour l'hydrocèle, si le patient est asymptomatique ou peu symptomatique, la chirurgie n'est pas requise. Encore une fois, c'est bénin, c'est pas dangereux, fait que c'est vraiment une réassurance. Au besoin, un support scrotal pour essayer d'aider avec les symptômes. Puis si le patient est dérangé, ben, je pense que c'est la chirurgie, même principe là, que pour l'hydrocèle, ça pourrait autant se faire par chirurgie inguinale que par chirurgie transcrotale. Si vous faites une hernie puis il y en a, je pense que vous pouvez facilement les enlever en chirurgie inguinale. Puis la chirurgie consiste à ouvrir la tunique parce que c'est vraiment au niveau de l'épididyme, puis vraiment juste de faire l'excision là, de ces kystes-là avec une portion de l'épididyme, souvent afin que ça ne revienne pas ou minimiser les risques que ça revienne. Excellent. Donc, un petit sujet maintenant pour terminer, parce que des choses qu'on pourrait rencontrer, là, le phimosis, quand est-ce qu'on intervient? On garde le dessert pour la fin. C'est ça. Fait que le phimosis, en bout de ligne, c'est une incapacité à rétracter le prépuce. Il y a différentes causes chez l'adulte. Je dirais les deux causes les plus fréquentes, c'est le lichen scléreux atrophique qui peut survenir au niveau du pénis, ou de plus en plus, on voit des balanites à candida chez nos patients diabétiques qui ont des médicaments de plus en plus efficaces pour refaire sortir l'excès de sucre chez ces patients-là diabétiques. Fait que malheureusement, ça prédispose aussi aux infections fongiques là, au niveau du pénis. Puis la dernière chose qui est beaucoup plus rare, on est chanceux, c'est des cas de néoplasie qui vont entraîner des phimosis. Pour tout ce qui n'est pas néoplasie, je pense que la première chose à faire pour les patients qui ont un phimosis, c'est de voir l'impact chez le patient. Est-ce qu'il est vraiment capable de vider sa vessie ou pas? S'il y a une rétention secondaire, c'est là qu'il y a plus une urgence d'agir, puis probablement l'urgence, c'est une intervention chirurgicale pour aller libérer ce phimosis-là. Si on est capable de se donner du temps, je pense, pour éviter une intervention au patient, la première chose à faire, c'est d'essayer des crèmes, soit des crèmes de prénisone si on suspecte un lichen scléreux. Il n'y a pas de recette universelle, mais contrairement à bien des endroits à la peau, ce qu'on veut ici, c'est vraiment des crèmes topiques à haute puissance, là, comme le Dermovap, par exemple, qu'on va utiliser. Ce qu'on veut causer, c'est une atrophie au niveau du prépuce ou une atrophie au niveau de la peau du pénis là, pour vraiment pouvoir dilater le prépuce puis pouvoir par la suite rétracter. Fait que
n'y a pas de recette universelle, mais ce qu'on a tendance à utiliser, là, c'est des corticostéroïdes à haute puissance qu'on va donner 2 fois par jour, généralement pendant 1 à 2 mois, pour vraiment donner suffisamment de temps là, pour voir est-ce que ça va fonctionner. Pour les patients chez qui ça va échouer, je pense que c'est ces patients-là chez qui il y a une indication de faire une circoncision. Pour les patients qu'on pense que c'est une balanite à candida, c'est du canestin un peu comme n'importe quelle infection à levure qu'on va essayer pendant une semaine ou deux, généralement 2 fois par jour, pour voir est-ce que ça peut régler le problème. Puis pour ces patients-là, vous allez voir une différence quand même assez marquée rapidement. Puis c'est des traitements intermittents par la suite quand ils ont des problèmes. Si les infections viennent trop souvent, c'est le genre de patients, des fois, qu'on va considérer des circoncisions pour eux. La circoncision, ça se fait quand même généralement assez bien sous anesthésie locale. Les patients un peu plus âgés sont vraiment bien collaborateurs. Puis c'est une intervention qui se fait quand même super bien, mais bon, qui n'est pas l'intervention que la plupart des hommes voudraient avoir à cet âge-là. Excellent. Écoute, ça fait un super tour d'horizon des différentes pathologies rencontrées plutôt fréquemment au niveau urologique par le chirurgien général. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps en ce vendredi après-midi, Patrick, pour faire cette présentation-là. Bien plaisir. Merci de l'invitation.